Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Oui. On y revient. Vous intervenez dans quelles conditions? Quand est-ce qu'on fait appel à vous quand on a besoin du médiateur? Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, très heureux d'être ici pour rappeler ça. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup rêvé. Enfin, moi, c'était passionnant, l'intervention précédente. Waouh, encore bravo. Moi, je vais plus parler des problèmes. Donc, je suis désolé. Même s'il a dit on gère des merdes tous les jours, bah, nous aussi. Ça tombe bien. On va pouvoir enchaîner là-dessus. Le rôle du médiateur des entreprises, c'est un rôle public. Je suis placé auprès du ministre de l'économie. Mais surtout, mon but, c'est de créer du dialogue, c'est de créer de la confiance entre les acteurs économiques. Alors, quand je dis les acteurs économiques, c'est qui? C'est vous et vos clients professionnels, vous et vos fournisseurs, vous et vos bailleurs. Enfin voilà, c'est tout cet environnement économique avec lequel il y a souvent des tensions et sur lequel nous on essaye de mettre du dialogue, de la compréhension, de l'intelligence, parce qu'il vaut toujours mieux bien se parler et sortir par le haut des difficultés plutôt que se taper dessus ou jouer à la loi du plus fort, ce qui est parfois aussi le cas dans les relations économiques dans notre pays. Comment ça marche? En gros, on a plusieurs outils, mais je ne vais pas tous les détailler compte tenu de l'heure. Je vais surtout me centraliser sur la médiation. J'ai la chance d'avoir un réseau d'une centaine de médiateurs partout sur le territoire qui est à votre disposition. Alors c'est un service public, j'étais en entreprise toute ma vie, mais là j'ai le bonheur de gérer un service public, c'est-à-dire de pouvoir offrir un service de médiation pour toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Vous avez un problème avec, encore une fois, un client, un grand client privé, on peut faire une médiation. Vous avez un problème avec un fournisseur, on reviendra sûrement sur l'énergie notamment, mais ça peut être un fournisseur de télécom, ça peut être un fournisseur de denrées alimentaires, etc. On peut faire de la médiation. Vous avez un problème avec votre bailleur, on peut faire de la médiation. Et ça marche comment? Très simplement, vous allez sur le site médiateurdesentreprises.fr, vous remplissez en quelques mots votre difficulté et un des 100 médiateurs ou médiatrices vous appelle, vous écoute. Évidemment, tout ça est 100% confidentiel. Et puis, peut-être va vous donner un petit conseil, une petite idée, mais surtout, va ensuite déclencher une médiation, c'est-à-dire que vous ou le médiateur vont aller chercher l'autre partie, leur proposer de se mettre autour de la table, de la visio, du téléphone. On a maintenant des outils qui permettent de faire plein de choses. Et va essayer de reconstruire un dialogue. Et de ce dialogue, ça marche formidablement bien, on arrive à trouver des solutions. Pour vous donner un ordre d'idée, juste 2-3 chiffres. Oui. Moi, ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. Moi aussi, c'est une passion. Hein, comme la restauration, la médiation peut être une passion. Quand je suis arrivé, on faisait une centaine de médiations dans l'année. En 2019, on faisait une centaine de médiations par mois. 2020, évidemment, a été une année hallucinante à tout point de vue. On a fait plus de 4000 ou 4500 médiations. Et aujourd'hui, on a toujours entre 2000 et 2500 saisines. Et historiquement, sur toutes ces dizaines de milliers maintenant de médiations, on a un taux de succès de 70%. C'est-à-dire que dans 7 cas sur 10, vous voyez arriver des gens qui évidemment sont tendus, en difficulté, qui n'arrivent pas à se parler, à se comprendre, à s'écouter. Parfois, ne s'écoutent pas du tout d'ailleurs. Et dans 7 cas sur 10, ils repartent non seulement avec une solution, mais surtout avec l'envie de continuer à travailler ensemble. Donc voilà en quelques mots ce que nous faisons à la médiation des entreprises. Vous avez 2-3 exemples à nous donner oui, bien de sûr. Médiation réussie, de domaines dans les... Je peux parler des réussites, je pourrais parler aussi des échecs et de ce qu'elles deviennent, mais c'est intéressant. Alors, on a tous les sujets. Alors, pour ceux qui travaillent en B2B, le sujet de retard de paiement, qui est un sujet classique, le sujet de tous les contrats que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs, vos clients, qui se passent plus ou moins bien et sur lesquels on peut intervenir. J'ai parlé des baux commerciaux, c'est pas anodin. C'est un sujet sur lequel on travaillait assez peu avant 2020. Vous imaginez bien qu'à partir de 2020, ça a été l'explosion. On en a fait des centaines, évidemment. Beaucoup d'établissements ont été fermés administrativement. Et derrière, vous l'avez certainement vécu les uns les autres, donc je ne vais pas vous raconter votre histoire, mais quand même, derrière, quand on n'a pas de vente et qu'on doit payer un loyer, vous voyez la difficulté. Et donc, on fait des dizaines, on en fait un petit peu moins maintenant, mais on en fait encore un petit peu, des centaines et des centaines de médiations entre les commerçants et leurs bailleurs. Et puis, il y a le sujet énergie. Je crois que vous avez déjà eu un cours sur le marché de l'énergie, donc je vais pas le faire. Mais en revanche, en pratique, on fait, nous, aujourd'hui, 10 à 20% de nos médiations entre les entrepreneurs et leurs fournisseurs d'énergie. Alors,
pas pour négocier les prix, je suis désolé, on n'arrive pas à faire de la médiation pour négocier les prix. En revanche, il y a plein de sujets autour du prix, ne serait-ce que essayer de sortir d'un contrat dans lequel on est englué depuis le deuxième semestre 2022 et sur lequel on a du mal à négocier parce qu'il y a des clauses de sortie qui sont extrêmement élevées. Donc on peut essayer de faire des médiations là-dessus, sur tout ce qui est les garanties qu'on vous demande autour d'un contrat d'énergie, sur toute la vie de ce contrat. Non seulement on fait de la médiation, mais, et j'ai en profité pour dire un petit peu d'autres choses qu'on fait, on a essayé de faire aussi de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a réuni, et on le fait sur tout un tas de sujets, tous les acteurs de l'énergie, vous les connaissez, EDF, Engie, Total Energy, etc., les Enedis, et puis les représentants des entreprises, le MEDEF, l'UDP, la CPME. Et on a essayé non seulement de faire remonter les cas vraiment les plus compliqués pour pouvoir intervenir rapidement, mais aussi de faire un peu de pédagogie, parce qu'on s'est rendu compte au travers de nos médiations que globalement, le chef d'entreprise, jusque-là, il connaissait absolument rien de son contrat d'énergie. Ce qui est normal. C'était pas un problème. Sauf que d'un coup, c'est devenu un problème. Et donc, on a fait un petit document que vous trouverez sur le site, je le montre là, mais c'est pas très joli comme ça, qui s'appelle la checklist énergie, que vous trouverez sur le site du médiateur des entreprises, où on essaye de répondre aux 10 questions de base sur comment mieux comprendre son contrat, quelles sont mes options, quels sont mes choix, comment je peux trouver de l'information, quelles sont les aides auxquelles j'ai droit, quels sont les médiateurs qui peuvent m'aider. Voilà, tout ça, vous le trouvez sur la checklist énergie sur le site du médiateur des entreprises. Donc vous voyez, sur tous ces sujets, n'hésitez pas. Pour conclure, parce que je sens qu'il y a une petite pression, ou pas d'ailleurs, moi je peux continuer très très, très longtemps. Je suis, comme je vous l'ai dit, un passionné aussi, comme certains de la restauration, de ce qu'on fait, mais aider les entreprises au quotidien, c'est vrai que ça peut être une passion, et c'en est une pour nous et mes équipes. Mes médiateurs sont à moitié des gens d'administration, mais qui aiment l'entreprise, ça existe. Moi je viens d'entreprise, je peux vous le dire, il y en a. Et l'autre moitié sont des bénévoles retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens cadres dirigeants, donc des gens qui connaissent bien le monde de l'entreprise et qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc vous nous saisissez, on essaye de réunir, on fait sortir le problème, on essaye de recréer du dialogue et de la confiance et on sort par le haut dans cette cas sur 10. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, c'est 70% de cas résolus. C'est 70% de cas résolus et 30% de cas pas forcément pas résolus. Alors, je fais une toute petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas résolu ? On a en gros 3 tiers. Un premier tiers de gens qui nous disent je vais au tribunal. Bon, j'avais raison, il n'a pas voulu m'écouter, tant pis, je vais au tribunal. Évidemment, tout ce qui a été dit en médiation est confidentiel, donc vous ne pouvez pas l'utiliser au tribunal, mais vous avez tout à fait le droit d'y aller. Deuxième catégorie, les gens nous disent, on a discuté, j'ai compris, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça, je ne le referai plus, on apprend, et puis voilà. Et puis troisième catégorie, j'ai des gens qui nous rappellent un peu après, ils nous disent, finalement on s'est rappelé, et puis, même si il y a 1 mois, 2 mois, on ne trouvait pas de solution, on s'est dit que c'était trop bête et on a trouvé une solution. Donc vous voyez, c'est jamais désespéré. Quand on a instillé la graine du dialogue et de remettre un peu de confiance entre les gens, on trouve des solutions. Merci Pierre Pellouzet. Je me tourne maintenant. En fait, c'est peut-être un peu plus que ça. C'est peut-être un peu plus que ça. On va monter au cran de l'Europe maintenant avec vous, Alexandros Vassilikos. Vous êtes président de l'OTREC, l'Organisation européenne de l'hôtellerie et de la restauration. Première question. Comment cette organisation agit sur l'emploi dans l'hôtellerie et dans la restauration au niveau européen et comment vous pouvez aider à ce niveau-là? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici, Monsieur le Président. Il faut savoir, d'une façon générale, et notre système, et pas le système d'OTREC, le système européen est tel que tout ce dont nous discutons aujourd'hui a plus ou moins été mis sur les rails par des directives européennes il y a quelques années. Absolument. Et la même chose, et on peut dire la même chose pour le futur. Donc, dans tous les programmes européens qui sont décidés à Bruxelles, après, bien entendu, c'est chaque pays qui dirige, selon les secteurs,
Et là, on voit bien sûr des grandes différences selon les pays et selon les priorités qu'il y a dans les pays. Mais les possibilités d'avoir, par exemple, de l'import, permettez-moi le mot, de main-d'œuvre qui vient en dehors d'Europe, c'est des décisions qui sont prises au niveau européen pour donner justement cette possibilité au niveau national d'ouvrir ces portes-là. Aussi, les lois, il y a les lois bien sûr nationales. Nous avons la semaine prochaine au TREC aussi, nous sommes le patronat européen, donc nous discutons aussi avec tous les syndicats en Europe. Mais on ne discute pas des sujets qui sont discutés au niveau national. Donc on ne discute pas des salaires, par exemple, ce qui rend les discussions beaucoup plus faciles, bien sûr. On passe dans des discussions beaucoup plus créatives. On a beaucoup de positions communes avec les syndicats, ce qui est choquant. Moi, j'ai fait beaucoup de discussions en Grèce, je viens de Grèce. J'ai fait beaucoup de discussions avec les syndicats en Grèce. C'est pas la même chose quand on sort de l'équation les salaires. Donc, il y a le niveau législatif européen et il y a le niveau du dialogue social européen qui sont les bases, je dirais, pour tout ce qui se passe après au niveau national dans tous les pays européens. Est-ce qu'en fait, vous donnez est-ce qu'on pourrait dire, vous donnez des idées, une vision européenne qui va essaimer dans chaque particularisme des pays de l'Union? Oui, écoutez, je vais vous dire un exemple concret. Une des discussions qu'on a, par exemple, avec les syndicats au niveau européen, et c'est beaucoup plus facile, encore une fois, de le faire à ce niveau-là, nous devons être créatifs. Et ça, c'est aussi bien au niveau des gens qui sont dans le secteur en tant que représentants du patronat ou des syndicats. Nous avons des choses à faire. Et nous avons des choses à faire ensemble aussi. Il faut partir de ce discours où on est en face l'un de l'autre, chacun disant ce que l'autre ne fait pas bien ou ce qu'il pourrait faire mieux. Il y a des choses à faire en commun. On doit réinventer notre secteur. On peut faire des choses ensemble. On peut amener une valeur ajoutée à notre secteur avec les syndicats. Et ça, c'est important à faire pour donner aussi une image aux jeunes totalement différente de celle qu'on donne aujourd'hui. On a l'habitude, en tant qu'hôtelier et restaurateur, d'être toujours sur la défensive quand on parle de l'image, de comment est-ce que les gens travaillent dans l'hôtellerie, il y a beaucoup d'heures, il n'y a pas de vacances, etc. Il faut créer des valeurs ajoutées et il y a des choses à faire. On est en train de discuter maintenant, bon, je ne suis pas supposé le dire, mais je vais le dire, on est en train de discuter maintenant de faire un programme pour pouvoir, pour que les gens qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration aient des avantages différents et puissent, par exemple, entrer sur une plateforme où ils partiraient en vacances avec 50, 60, 70% de remise dans des hôtels en Europe. Et ça, c'est des valeurs ajoutées. Si moi, je dis à ma copine, je suis marié, enfin, si je n'étais pas marié et que j'étais jeune... C'est pas enregistré, ça, j'espère. Non, mais si j'étais jeune et que je voulais rentrer dans le secteur de l'hôtellerie et qu'on me disait tu vas travailler pendant les vacances, etc., ça serait quand même une valeur ajoutée de dire oui à ma copine, de dire je vais travailler à Noël, mais on va partir en février à Venise pour aller dans un 4 étoiles. C'est des choses qu'on doit faire et on doit rentrer dans cette nouvelle façon de penser. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit mettre la pression sur nos gouvernements respectifs parce que les lois doivent évoluer aussi. Beaucoup de fois, on nous demande de faire une transition, mais on n'a pas les lois pour, ou les lois ne nous permettent pas de le faire. Et justement, en termes de transition environnementale, la boîte à idées fonctionne comment à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre et nous... Par rapport à ce qui est fait au niveau... tout d'abord, il y a un très grand échange de pratiques. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans des pays différents. On apprend beaucoup l'un de l'autre. Il y a des pays qui sont plus avancés sur certains sujets que d'autres. Il faut tout d'abord... on doit mettre les choses d'abord à leur propre taille. Le tourisme n'est pas le grand pollueur. Et ça, je le dis, ça ne réduit pas le fait que nous devons faire des choses pour polluer moins, mais on doit remettre les choses à leur propre échelle. Il y a d'autres industries qui polluent avant nous. Nous avons la possibilité de faire énormément de choses sur les déchets produits dans les restaurants, dans les hôtels, sur la consommation énergétique ou sur les sources d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui aussi. Mais là aussi, nous devons être demandeurs. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, qui doivent être faites par le gouvernement pour nous. J'entendais, je fais une petite parenthèse,
J'entendais sur la loi la taxe d'habitation qui va tripler. Je suis malheureusement en position de dire qu'en Grèce, ce matin, la même loi a été posée au Parlement, et c'est une taxe d'habitation qui triple aussi au niveau national, pas au niveau d'une ville. Donc là-dessus, on n'a pas très bien fonctionné. Mais ce que j'ai dit au ministre et ce que je dis ici aujourd'hui aussi, c'est qu'on voit que le gouvernement très clairement commence à puiser dans le tourisme, mais les gens qui sont ici, qui sont les professionnels du tourisme, savent que la demande n'est pas inélastique. On ne peut pas continuer à mettre des taxes sur le tourisme. Et à un moment, on doit faire, et on a une expression en Grèce qui vient de l'élevage bovin. D'une vache, on ne peut pas prendre à la fois du lait et de la viande. Il faut choisir. Donc, si on veut continuer à prendre du lait, on ne pourra pas prendre de la viande. Donc, et là, c'est bien de prendre de l'argent du tourisme, mais il faut aussi remettre l'argent dans le tourisme et lui permettre d'évoluer dans un environnement mondial qui va énormément changer. Aujourd'hui, la zone Schengen est la première destination mondiale. La France est la première dans la zone Schengen et aussi au niveau mondial, donc un rôle primordial. Mais on ne doit pas rester là-dessus. On doit avoir en tête, je dis un seul exemple, l'Arabie Saoudite, jusqu'à 2030, va mettre 600 000 lits sur le marché. 600 000 lits neufs sur le marché. Si je ne me trompe pas, Paris doit avoir 300 000 chambres. C'est Paris. Donc, on ne peut pas considérer à continuer à taxer le tourisme sans lui rapporter les outils pour se garder technologiquement, énergétiquement à flot, quand l'évolution de la compétition est telle et les milliards tombent dans d'autres pays, il va y avoir d'autres destinations qui vont émerger et on doit travailler aujourd'hui pour continuer à être présent demain. Je vais vous poser la question, je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, mais vous, au niveau de l'Europe, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un commissaire européen au tourisme ? C'est parce que nous, en France, on n'a jamais été foutu d'avoir un ministre du tourisme de plein exercice. Ça a toujours été un sous-ministre dans un ministère. Et en Europe, alors que c'est, vous venez de le dire, la zone Schengen est le premier vecteur de tourisme dans le monde. Alors, je vais commencer par le sujet du ministre, parce qu'on avait la même discussion en Grèce. En Grèce, le tourisme, c'est 25% du PIB. C'est quand même conséquent. Donc, notre discours public pendant plusieurs années, et plusieurs décennies même, était pourquoi on n'a pas un ministre du tourisme. Donc, on a eu à un moment, il y a, je crois, ça fait 15 ans maintenant presque, un ministre du tourisme. Donc, il y a un classement des ministères en Grèce. Il y a 17 ministères, on est le 17e ministère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si le ministre du Tourisme veut prendre ce verre de cette table pour le mettre à cette table-là, il doit appeler un autre ministère pour prendre la permission. C'est la pire erreur qu'on ait jamais fait. Et le fait de demander un ministère, c'est une chose, mais qu'est-ce que ce ministère peut faire? C'est autre chose. Et là, c'est une erreur à ne pas faire. Je le dis, si c'est dans votre discours de demander un ministère, il faut avoir derrière aussi le cahier des charges et qu'est-ce qu'il va faire et le budget qu'il aura bien sûr assigné à ce ministère. Au niveau européen, c'est une discussion qui est en cours. Tout d'abord, avant d'arriver au commissaire, il n'y a pas de ligne budgétaire pour le tourisme dans les différentes commissions. Donc, il y a des stades aussi à franchir. On vient de terminer notre manifesto pour les élections européennes. Ça sera une des choses qu'on va demander, passer à une ligne budgétaire et passer à un commissaire. Au niveau européen, on est quand même à 10% du PIB européen. C'est pas petit. Et si on part des chiffres, on ne peut pas seulement parler de chiffres. On a évoqué aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de sujets passionnants. On est là quand même pour conserver les valeurs de l'hospitalité. On est là, on représente une histoire, on représente un capital, qu'il soit sur les recettes, les nourritures, la façon, l'hospitalité, qu'elle vienne de Grèce, de France ou de n'importe où en Europe, c'est quand même un capital européen. Et on doit préserver ce capital européen. Et ce n'est pas seulement une question. Imaginez le tourisme, imaginez le monde sans le tourisme, sans cette possibilité de connaître des gens de cultures différentes, de connaître des choses. C'est quand même, et je le dis venant de Grèce, l'hospitalité était née en Grèce. Même si c'était un ennemi,
quand quelqu'un venait chez toi, on lui lavait les pieds. C'est comme ça qu'on disait, qu'on commençait l'hospitalité dans la Grèce antique. C'est quand même des valeurs qui aujourd'hui, même si on ne lave pas les pieds, on est quand même dans un système de valeurs sur le mode de vie européen qui est très important. Et on doit conserver ce mode de vie européen. C'est ça qui va différencier, je ne vais pas citer les marques, mais une marque de fast-food qui fait 6 milliards en France, par exemple, et de garder à côté l'auberge qui va prendre les matières premières de la ferme. C'est tout un écosystème qui est autour du tourisme. Et cet écosystème doit être conservé si on veut conserver le mode de vie européen. Merci Alessandros Vassilikos, merci Pierre Pellouzet.